Alors que la taxe Zuckman continue encore et encore de faire débat, eh bien, à quand remonte dans notre histoire la notion de justice fiscale? Comment cette dernière a-t-elle traversé les débats du 19e siècle, tournant autour de l'instauration d'un impôt progressif sur le revenu, déjà qualifié d'ailleurs de spoliateur par ses détracteurs de l'époque? En somme, dans quelle tradition historique s'inscrivent les débats contemporains autour de cette fameuse taxe Zuckman? Pour nous éclairer, ce soir, un invité, Nicolas Deladande. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, professeur au Centre d'histoire de Sciences Po. Vous avez notamment fait paraître au Seuil les batailles de l'impôt, consentement et résistance de 1789 à nos jours, un ouvrage qui est apparu en 2011. Et je signale l'histoire mondiale de la France que vous avez coordonnée sous la direction de Patrick Bouchon, qui sort dans une nouvelle édition au Seuil au mois d'octobre. Merci d'être ce soir dans Question du soir. Il nous paraît nécessaire de rééquilibrer, je dirais d'apporter de la rationalité à un débat qui a été préempté en quelque sorte par certains sur les super riches, etc. Le vrai sujet de la France aujourd'hui, c'est de recréer de la dynamique économique, et la tendance sur laquelle on est actuellement n'est pas du tout celle-là. Donc il faut quand même remettre les pieds sur terre. C'est le but de ce meeting, où on tiendra un discours à la fois un peu alarmiste sur la vacuité en définitive, en tout cas la dangerosité de ce débat fiscalo-fiscal. Et nous, notre propos, et on le démontrera le jour J, donc le 13 octobre, c'est de bien confirmer à nos concitoyens qui savent très bien ce que font les entreprises et qui ont une bonne image de l'entreprise, tout ce que l'on apporte au bien commun, et puis surtout de faire des propositions pour se projeter. Ce pays a besoin de perspectives, il a besoin de se réenchanter. Comment est-ce que vous analysez, Nicolas Delalande, ces propos de Patrick Martin, le patron du MEDEF? Évidemment, comment vous les analysez en tant qu'historien? Alors, sans vous surprendre, je vais vous dire qu'ils s'inscrivent dans une histoire longue, puisque je dirais que même que c'est presque identitaire pour le patronat de s'être coalisé autour de la dénonciation de projets de taxation visant le capital, les plus fortunés, les hauts revenus, etc. En France, notamment, il y a un siècle, il y a eu un grand débat autour de l'impôt progressif sur le revenu. Et c'est un moment aussi de très forte structuration des milieux économiques patronaux. Et donc, il y a un peu plus d'un siècle, avait été créée une association de défense des classes moyennes qui devait rassembler l'ensemble de ces forces, qui ont organisé des meetings comme aujourd'hui, qui ont dénoncé la confiscation, la spoliation. Et ce qu'on peut mettre en évidence, c'est que avec l'impôt d'un côté et puis notamment la volonté de freiner des réformes sociales, des politiques sociales, des réformes du marché du travail à l'époque, ça a été un des aiguillons en fait de la constitution du patronat comme groupement socio-professionnel et comme lobby politique, ce qui est tout à fait légitime, avec ses moyens d'action propres qu'on retrouve aujourd'hui. Certains sont surpris qu'il y ait un meeting, mais en fait c'est aussi vieux que le débat fiscal, qu'il y ait des meetings de part et d'autre, et notamment le patronat s'est mobilisé sur ces questions-là très tôt. Il y a différents types d'arguments dans les propos de Patrick Martin. On pourrait en discerner deux. Il y a l'argument d'abord de la crédibilité. C'est une taxe qui ne fonctionnerait pas techniquement. Ce serait quelque chose même qui serait impossible à mettre en œuvre, à mettre en place cette taxe Zuckman. Il y a un autre argument avancé par le patronat, c'est dans le fond la dangerosité d'une tech tax, la dangerosité pour l'économie française dans son ensemble. Est-ce que ces deux arguments, ces deux types d'arguments se retrouvent là aussi dans la longue tendance historique? Alors oui, ça a été très bien mis en évidence par un grand économiste spécialiste de sciences politiques, qu'on est sur France Culture, je me permets de le citer, Albert Hirschman, qui a écrit un livre sur la rhétorique réactionnaire à travers les âges. Et sans aucun jugement sur les acteurs, je veux dire, chacun est à même de développer des arguments. Il avait bien mis en évidence qu'il y a notamment trois grands types d'arguments qui sont souvent utilisés. Il y a un argument qui est, le premier, c'est celui de la vacuité d'une réforme, l'inanité, ça n'aura aucun effet. On pense se donner de bons sentiments en voulant défendre des principes, la justice, mais en réalité, ça ne changera rien. Et puis, il y a un élément de la rhétorique de l'effet pervers, de la dangerosité, c'est-à-dire que la mesure qu'on défend va se retourner contre le principe initial qui en était le fondement. Et donc, de ce point de vue-là, oui, bien sûr, ce sont des ressources rhétoriques que les différents acteurs ont. Et donc, ici, on peut noter dans l'extrait que vous avez cité, bien sûr, le dynamisme économique est une priorité, mais la proposition ne vise pas à effacer le dynamisme économique, mais au contraire à l'articuler à d'autres objectifs sociaux, politiques,
moraux aussi. Et c'est l'ensemble de ces paramètres en fait qui font partie du débat économique. C'est pas uniquement la question de la compétitivité, mais chaque acteur, bien sûr, collectif ou individuel, est dans son rôle en essayant de cadrer le débat en considérant que certains arguments ou objectifs ont le droit d'y être et d'autres ne devraient pas y figurer. Alors on va remonter avec vous, Nicolas Delalande, le fil d'une notion, celle de justice fiscale. Déportons-nous pour commencer en 1789. Eh bien, chers frères, nous nous tiendrons en assemblée paroissiale aujourd'hui 6 mars dans le vestibule de l'église pour rédiger le cahier de doléances de notre comté. Notre devoir est de saisir cette occasion pour faire connaître à notre bon roi la vérité sur ce qui ne va pas dans son royaume. Moi, votre médecin, je demande l'égalité devant les impôts. De quel droit les nobles et les prêtres en sont-ils dispensés? Il a raison. Moi, j'en ai assez de remuer des pierres sur des chemins pour les beaux yeux du maître. Oui, il a raison. Vous voulez qu'on écrive que les corvées soient abolies? Et la gabelle aussi. C'est une honte d'avoir acheté du sel qui est pourri et plein de terre. C'est vrai, Si je vous en supplie, laissez-nous le temps d'écrire. Un extrait du film La Révolution française de Robert Enrico, un film sorti en 1989. Qu'est-ce que ce moment révolutionnaire vient poser comme base intellectuelle dans justement la façon dont on pense la justice fiscale? Ça montre que pendant une très très longue partie de l'histoire, jusqu'à l'époque contemporaine, la Révolution française, le 19e et le 20e siècle, en fait, la question ne se pose pas dans les mêmes termes qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que très simplement, être riche, être aristocrate, faire partie des ordres privilégiés, c'est être exempté de l'impôt. C'est statutaire, c'est lié à son rôle dans la société. Ça a des fondements qui étaient compréhensibles dans les sociétés d'Ancien Régime. C'était ceux qui étaient exemptés de l'impôt, c'était notamment ceux qui étaient censés, pour les nobles, combattre pour défendre et protéger le royaume autour du seigneur, du roi. Et donc, il y avait cette idée que si l'impôt du sang était versé d'un côté, il y avait exonération, exemption des impôts plus ordinaires qui étaient ceux imposés aux tiers-États, au peuple, etc., etc. Et donc, en fait, pendant une très très longue partie de l'histoire, la question d'imposer les riches, c'est pas vraiment posé parce que les sociétés d'Ancien Régime étaient fondées sur ce principe même de l'exemption et du privilège. Le privilège, c'est la loi privée qui s'applique uniquement à certains individus, à certains groupes et pas à d'autres. Et donc le côté révolutionnaire de la Révolution française, mais aussi d'autres mouvements de l'époque, c'est de dire, avant même la question de la justice, c'est la question de l'égalité. Il ne peut plus y avoir de fondement à ce que certains s'exonèrent ou soient exonérés pour des raisons religieuses, des raisons statutaires, des charges qui pèsent sur l'ensemble de la population. Donc la première mesure radicale, effectivement, on pourrait dire de taxation des riches, c'est de dire qu'il faut les soumettre au même régime que les autres. C'est juste les intégrer au régime. Tout à fait. Et donc, c'est l'universalité de l'impôt. Aujourd'hui, on pourrait penser que c'est un fait acquis. Ça peut se discuter, justement. Ça peut être aussi un des débats, qui est un argument qui est mobilisé aujourd'hui. Mais à l'époque, c'est vraiment le point de départ pour les révolutionnaires, parce qu'il va ouvrir aussi ensuite des débats sur ce qu'est être citoyen. Et notamment, la citoyenneté découle notamment de la participation aux charges communes, dont l'impôt, mais aussi d'autres, sont des éléments très importants. Entre les ambitions et les faits, il y a un écart. Les révolutionnaires ne parviennent pas à faire disparaître les taxes sur la consommation et à imposer justement cette notion d'universalité de l'impôt. Oui, mais d'un côté, ils ont quand même réussi à abolir les privilèges pendant la nuit du 4 août, à adopter un texte fondateur qui est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à la fin du mois d'août 1780. Et d'ailleurs, beaucoup des débats encore aujourd'hui sur la constitutionnalité, par exemple, de la proposition de la taxe Ducman ou autre, se réfèrent aux articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Parce qu'effectivement, il y a de nouveaux principes qui sont posés, la nécessité du consentement et l'idée d'une contribution qui doit être fondée aussi selon les capacités des uns et des autres. Et donc tout le débat qui va s'ouvrir pendant les 2 siècles qui suivent, c'est comment on évalue la capacité des uns et des autres, l'équité du sacrifice qui est demandé aux uns et aux autres, et comment on va utiliser des outils de politique fiscale, d'autres dispositifs, à des fins pas seulement de financement de l'État, mais aussi d'essayer de corriger des inégalités qui sont produites sur le marché, dans la société ou autre. Donc, effectivement, il y a une déception après la Révolution française qui est de dire des taxes qui étaient jugées pesant davantage sur les classes populaires que sur l'autre sont maintenues. Mais malgré tout, ce qu'il faut retenir, c'est l'intégration dans une communauté
de l'ensemble des citoyens et la levée, quand même, c'est ça l'acquis majeur, des distinctions, des privilèges et des formes de séparation sociale qui préexistaient auparavant. Comment en est la réflexion sur la proportionnalité de l'impôt? On n'est pas encore à la progressivité, mais cette notion de proportionnalité, comment elle permet là aussi d'avancer dans cette réflexion sur la justice fiscale? En réalité, ces idées sont déjà présentes au XVIIIe siècle, notamment en fait, pour préciser, si on peut se dire, la justice, il y a plusieurs manières de l'évaluer d'un point de vue mathématique. Vous pouvez dire la justice, c'est que chacun paye la même somme. Forfaitaire, vous pouvez dire tout le monde doit payer 1 franc, 1 euro. Bon, si je vous dis ça rapidement, et on peut dire que le geste de 1789, évidemment, c'est pas ça le résultat, mais c'est de dire il n'y a pas de raison que tout le monde ne paye pas au moins un peu. D'accord ? Et on peut dire c'est une conception de la justice, d'accord ? C'est plus équitable. Après, il y a une deuxième conception qui est liée à la proportionnalité. Vous avez dit, si je gagne 10 et que je paye 1, donc je paye 10% sur ce que je reviens, et donc la justice consisterait à dire que ceux qui gagnent 100 vont payer 10. Donc on Rendre 10% à tout le monde. 10% à tout le monde. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la flat tax. Elle dit, bah oui, la flat tax, bon, c'est juste, ça s'applique à tout le monde. Le problème, c'est que dès le XVIIIe siècle et La après... flat tax, on rappelle juste que c'est l'impôt sur le capital et un prélèvement de 30%. Oui, mais ça peut s'appliquer à d'autres choses. C'est cette idée qu'il y a un taux unique et que la justice serait incarnée par l'existence d'un taux unique. Mais dès le XVIIIe siècle, vous savez qu'il y a des grandes controverses sur le luxe, sur ce qui est superflu, ce qui est nécessaire. Certains disent, mais attendez, ça n'a rien à voir. C'est le franc que je dépense en impôts sur mes 10 francs, pour moi, c'est quelque chose qui va m'amputer de dépenses vitales nécessaires. Mais pour les personnes plus aisées, finalement, conserver 90 francs, mais avoir versé 10 francs, ça leur permet d'aller bien au-delà de ce qui est uniquement leurs besoins essentiels. Donc, ce qui est essentiel, c'est la notion de la distinction entre ce qui est superflu et nécessaire. Et donc, c'est ça qui va conduire à une réflexion sur la légitimité possible de la progressivité, c'est-à-dire d'augmenter le taux d'imposition en fonction du niveau de revenus, de patrimoine, etc. Que des taux peuvent être nominalement différents, mais qu'en réalité, ce qu'on vise, et ce qu'on a toujours visé en fait, avec beaucoup de difficultés politiques, de débats, et c'est normal, c'est l'idée d'égaliser les sacrifices. Et qu'en fait, le sacrifice que les uns et les autres vont consentir n'est pas le même selon leurs conditions économiques de départ. Quelle bascule s'opère en 1848 avec l'introduction du suffrage universel? On rappelle qu'avant cela, seuls les plus riches, puisque le suffrage était censitaire, pouvaient voter. Et donc, on imagine bien que, dans le fond, on n'allait pas faire payer les plus fortunés du point de vue de l'impôt. Oui, alors ce qui est paradoxal après la Révolution française, c'est une certaine façon, pour pouvoir disposer du droit de vote, il faut payer un niveau d'impôt assez élevé. C'est ce qu'on appelle le cens. Mais à ce moment-là, ceux qui votent l'impôt sont en même temps ceux qui vont le payer. Et donc forcément, ils ne vont pas forcément s'imposer eux-mêmes Il y a un petit conflit d'intérêts. des taux importants. Donc, mais c'est fondé sur des arguments qu'on retrouvait dans la citation initiale de Patrick Martin. C'est-à-dire, ce sont des gens raisonnables, responsables, et notamment on leur confie les destins du pays, de la nation, du Parlement, parce que précisément ce sont des propriétaires, ils savent ce que c'est leurs affaires, c'est eux, ils sont sérieux, et donc on leur demande de confectionner le budget. D'accord ? Et souvent, effectivement, et d'où les plaintes, c'est-à-dire qu'il y a un refus assez constant d'augmenter les taxes pesant sur les plus aisés, mais au contraire d'essayer de taxer la consommation, d'avoir des droits de douane, tout ce qui est, on appelait ça à l'époque, invisible. D'accord ? En 1848, c'est une révolution républicaine, c'est la Deuxième République, et là, il y a une nouvelle rupture, c'est effectivement le suffrage universel masculin, uniquement masculin. Et pour beaucoup, c'est la promesse, effectivement, d'un monde qui va complètement changer. Alors, d'un côté, à l'époque, il y a ce qu'on appelle les démocrates socialistes qui vont dire ça va être l'occasion enfin de mettre en place cette taxation progressive. Il faut plus de justice dans ce pays. Certains vont dire, vont faire payer les riches. C'est déjà des phrases avec des termes parfois qui sont beaucoup plus dépréciatifs sur ce qu'on appelle les riches eux-mêmes. Au 19e siècle, il y a toute une tradition dans les années 1830, 1840 d'attaques contre les parasites, contre ceux qui profitent du budget de l'État précisément. Parce que le système est encore plus complexe que celui que j'ai présenté. Et de l'autre côté, il y a ceux qui vont dire, attention, le suffrage universel, masculin, puis ensuite véritablement universel, bien plus tard, un siècle plus tard, en 1944, c'est la porte ouverte à la guerre sociale. Parce qu'en fait, la crainte à ce moment-là, c'est que la majorité des plus pauvres veuille opprimer la minorité des plus riches. Et ça, c'est une structure argumentative aussi qu'on va très souvent représenter. De cette façon, au début, certains vont être un peu forcément défiants vis-à-vis du suffrage universel et vont... dans leur pire cauchemar, imaginer que tout le monde va être spolié du fait même du principe du suffrage universel. En réalité, l'histoire ne s'est pas passée comme ça, et on pourra revenir un peu pour voir pour quelles raisons ça n'a pas été exactement de cette ampleur, notamment. Et puis l'on retrouve là encore cet argument diffus de la crédibilité. Je cite Adolphe Thiers qui poursuit sa croisade contre l'impôt progressif, qu'il juge immoral
et impraticable. Pourquoi le choix de ces termes ? C'est vraiment lié à la place de la propriété dans l'ordre social et la représentation de la société au XIXe siècle. Et sans doute aujourd'hui aussi, on peut en discuter. Mais Thiers, vous savez qu'il est au départ, bon, on va pas faire mais c'est un libéral, considéré plutôt comme libéral conservateur, mais c'est une grande figure libérale, notamment de la fin de la Restauration et de la monarchie de Juillet, et qui est très opposé en 1848 à la gauche républicaine, mais qui, après la chute du Second Empire, devient une grande figure républicaine. Et en fait, il faut comprendre que les républicains, pendant tout le XIXe siècle, ils ont promis la justice par l'impôt. Et ils ont même sans doute trop promis. C'est-à-dire qu'ils ont fait de l'impôt une institution qui devait tout transformer. Produire des bons citoyens, vertueux, moraux, et produire davantage de cohésion dans la société. Mais quand les républicains héritent du pouvoir après cette défaite du Second Empire en 1870-1871, en fait, d'abord, ils doivent faire des compromis. Donc déjà, on va vers le centre à l'époque. Vous savez, on va faire un compromis au centre. Et puis, quand même, le cœur de ce socle électoral, ça va être les paysans d'un côté et puis les propriétaires de l'autre. Et donc c'est pour ça que et c'est la grande surprise, c'est que pendant plus de 40-50 ans, tous les projets d'imposition plus forte, progressive des revenus des patrimoines, en fait, sont repoussés. Et la République est sans cesse attaquée. C'est-à-dire, vous avez promis, mais vous n'avez pas été à la hauteur de ce que vous nous aviez promis, notamment en 1848 ou dans les années 1860-1870. Il y a aussi, Nicolas Delalande, des responsables politiques marqués très très à gauche qui s'opposent à cet impôt progressif. Je pense notamment à Pierre-Joseph Proudhon qui dénonce la fiction du consentement. De quoi s'agit-il ? Alors, Proudhon, grande figure du 19e siècle, très influent, penseur socialiste, mais aussi anarchiste. Et en fait, ça, c'est toute une tradition de pensée qui existe au 19e siècle et qu'on retrouve jusqu'à nos jours, qui va consister à dire mais en fait, la voie de la réforme de la société par l'impôt, c'est une mauvaise idée, c'est une fausse solution, parce qu'elle est en fait beaucoup trop confiante dans la capacité de l'État à transformer les rapports sociaux. Si vous êtes un anarchiste libertarien cohérent, vous ne pensez pas que c'est par l'État qu'on produit davantage de justice. Au contraire, c'est en donnant plus d'autonomie, en déléguant davantage à la société, aux organisations ouvrières. Et donc, mais donc il est contre l'État ou il est contre l'impôt, car après les deux, mais l'impôt est un instrument de l'État. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impôt sans État. Vous pouvez avoir un impôt privé, mais là, on parle de système. Donc, l'idée de Proudhon, c'est à la fois, il ne faut pas s'illusionner sur l'État, fondamentalement. Voilà, on est au XIXe siècle. L'État est bourgeois. L'État est tenu par des propriétaires, des gens qui n'ont pas à cœur de défendre le peuple. Mais surtout, Proudhon, à l'époque, est célèbre. Il participe, c'est méconnu, il y a un concours international sur les théories de l'impôt en 1860. Donc, c'est savoir à quel point, en fait, il y a plein de gens qui se réunissent en disant c'est quand même un énorme sujet. Et il fait une théorie sur l'incidence de l'impôt, qu'on pourrait retrouver dans les débats contemporains. Et ce que dit Proudhon, et en plus, il y a une sorte de fatalité à ce que, de tout temps et toujours, les riches arriveront à faire payer l'impôt qu'ils doivent par les autres, en faisant donc une façon, non pas un ruissellement positif, mais en imposant et en se déchargeant de leurs charges sur les autres. Et donc, pour lui dire, il y a une sorte de fatalité en fait, de l'injustice qui s'exprimerait à travers ces outils. On fait un bond dans l'histoire. En 1914, c'est la première loi sur l'impôt progressif, une loi qui s'applique pour la première fois en 1916. Qu'est-ce que ce contexte de la Première Guerre mondiale vient transformer là aussi dans la réflexion sur la justice fiscale et sur l'impôt progressif plus encore ? Alors, dans la réflexion, pas grand-chose, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été imaginées, pensées au XVIIIe, au XIXe siècle et au début du XXe siècle, avec des arguments qui s'ajoutent, un raffinement des réflexions sur ce qu'est le sacrifice économique dans la théorie économique. Mais en gros, les pièces du débat, elles sont là. Et le répertoire argumentatif des pour et des contre, il est déjà en place. Ce qui va changer, et notamment pendant plusieurs décennies, en France, mais il y aurait d'autres cas, c'est pareil aux États-Unis d'ailleurs, il y a plein de projets qui sont proposés, puis ils sont systématiquement repoussés. Par exemple, aux États-Unis, c'est la Cour suprême qui, en 1800, après une loi de 1894, juge inconstitutionnel le projet d'un impôt progressif sur le revenu. Mais alors, quand on arrive à la veille de la Première Guerre mondiale, alors, il y a tous les pays qui se sont réarmés. Il y a le côté... en fait, on a besoin d'argent. C'est-à-dire que les projets de taxation, de réforme fiscale et de taxation des plus riches, vous avez d'un côté une revendication pour de la justice, certains qui ont une revendication pour de la morale. Et puis, à un moment donné, il y a aussi... malgré tout, du point de vue des États, c'est comment on est efficace et où est-ce qu'on trouve de l'argent, où est-ce qu'on peut trouver de l'argent. Et en fait, la Première Guerre mondiale, ça va tout changer pour tous les pays qui sont impliqués, parce que les besoins de financement sont énormes. Pendant un temps, on repose sur la dette, comme on a pu le faire récemment. Et puis la dette, le problème, c'est qu'un jour, il faut la rembourser. Et donc, ça pose inévitablement la question de savoir
de quel type de ressources on va disposer pour éviter que cette dette ne s'emballe. Et donc c'est pour ça que dans le cœur de la Première Guerre mondiale, puis dans les années d'entre-deux-guerres et de la Deuxième Guerre mondiale, on repense complètement cette question parce que les sacrifices et la conception de la citoyenneté est beaucoup plus exigeante. Il n'est plus admissible de dire vous allez mourir au front par millions à l'époque, et de l'autre côté, vous pouvez rester à l'arrière en continuant à être taxé très modérément. Et donc, si vous voulez, l'évaluation de l'indécence ou de la décence de ce que les uns et les autres doivent, elle est liée ici à des contextes dramatiques où, en fait, le sens de la citoyenneté et la notion même de sacrifice prend une épaisseur complètement nouvelle. Il y a une notion qui arrive très vite dans les années qui suivent, durant l'entre-deux-guerres, c'est le d'écrasement fiscal. Là aussi, comment, j'allais dire, celles et ceux qui s'opposent à cet impôt progressif s'organisent rapidement dans ces années-là? Ils sont organisés avant, parce qu'ils ont essayé de repousser très longtemps. Un des mystères, c'est que en fait, la plupart des outils dits modernes de prélèvement, l'impôt sur le revenu aujourd'hui pour les gens, c'est bon, ça existe, quoi, c'est quelque chose, mais ça n'existait pas avant 1914 en France. Mais c'est à peu près la même histoire pour les autres pays. La question des successions était posée à l'époque, etc. Donc après la Première Guerre mondiale, certains se disent oui, mais on va pouvoir effacer tout ça. C'était lié au contexte de guerre. Mais c'est pareil, il y a d'autres besoins, c'est-à-dire que tout ça est lié aussi à l'histoire de la manière dont les États se sont développés, n'ont plus seulement été des États régaliens, justice, police. Il a fallu assumer des tâches éducatives, des tâches sanitaires, des politiques sociales. Et tout ça, ça a impliqué une forme de socialisation de tout un ensemble de politiques sociales, mais pas seulement éducatives, sanitaires dans la société. Et donc forcément, la socialisation des services délivrés impliquait aussi une mutualisation des modes de financement. Et donc, d'une certaine façon, l'histoire du XXe siècle jusqu'aux années 70-80 dans beaucoup de pays, c'est quand même aussi une histoire d'irréversibilité dans le sens où les engagements qui sont donnés en fait, entraînent d'autres types d'engagements et le mode de financement qui va se constituer va créer une forme d'effet de stabilité pendant un certain temps. Et ce qui explique qu'après, bien sûr, certains vont dire mais il faut rompre avec ce système, on ne peut pas continuer sans cesse à additionner d'un côté les dépenses quelle que soit leur nature, et de l'autre côté, les ressources destinées à les financer. À quel moment, Nicolas Delalande, naît la réflexion liée à la crainte de voir les plus aisés, les plus fortunés, se soustraire à cet impôt? Alors, c'est aussi vieux que le débat sur l'impôt sur le revenu, et je ne suis pas du tout pour plaider pour la fixité de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a des changements de configuration et de contexte majeurs. Mais cette prise de dès conscience... le début, on y pense. C'est très simple. C'est-à-dire que quand on crée notamment l'imposition progressive sur les successions, jusqu'en 1901, ça n'existe pas en France. Certains pays s'y mettent. C'est la même configuration qu'aujourd'hui. L'argument pour certains de dire qu'il ne faut pas appliquer la taxe Zuckman, c'est qu'on l'appliquera le jour où tout le monde le fera. Ça n'existe pas dans l'histoire. En fait, se mettre tous autour d'une grande table. Alors maintenant, on va tous décider qu'on va taxer, on va faire tel... Donc en fait, ça ne s'est jamais vraiment passé comme ça. Donc forcément, il y a toujours eu des phénomènes qu'on appelle de passagers clandestins, d'évitement. Et un des grands sujets qui monte, on le voit dans les archives du ministère des Finances il y a un siècle, c'est les fortunes qui s'expatrient en Suisse à l'époque. Et dans l'entre-deux-guerres, la Suisse est un des rares pays qui justement va être très accueillante pour les revenus et les patrimoines étrangers, mais qui va taxer par contre ses propres citoyens. Parfois, il peut y avoir une dissociation. Et donc, c'est l'apparition de ce qu'on appelle les paradis fiscaux. Dans les années 1920-1930, pour une raison très simple, c'est que la plupart des pays qui ont été en guerre ont des besoins massifs, et donc il dit on va être obligé de taxer quand même tout le monde, et parfois très lourdement les plus riches. Et là, il y a des stratégies, aujourd'hui on appelle ça d'optimisation, à l'époque on appelle ça la fuite des capitaux, l'évasion, et ce sentiment en retour de ceux qui ne bougent pas, qui payent, d'être, dans les années 20 en France, on parle des poires. C'est-à-dire qu'il y a cette idée qu'en plus ceux qui peuvent échapper, ils viennent miner la consistance du consentement à l'impôt, parce que certains ont l'impression de se faire, entre guillemets, avoir par rapport à d'autres qui ont des moyens d'évasion. Mais tout ça va être largement amplifié, notamment dans les années 60, 70, 80. Quand est-ce que l'État s'arme efficacement, effectivement, pour lutter contre la fraude fiscale ? Alors, il l'essaye très tôt, mais il a presque toujours un train de retard. C'est-à-dire que, notamment, il y a des débats internationaux sur l'adoption de conventions internationales de lutte contre l'évasion, ou des mécanismes un peu complexes, mais ça, dès les années 1920. Le moment vraiment, notamment pour l'évasion fiscale,
et l'optimisation, ça a été le rôle de l'OCDE. Et c'est des travaux et des actions qui ont été menées à partir des années 60-70. Il y a des effets de seuil. Pendant longtemps, ça marche pas forcément. Il y a toujours... c'est quand même l'histoire de comment on s'adapte à des pratiques économiques et financières qui évoluent plus vite que les administrations elles-mêmes. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est l'argument de la taxe humaine, c'est celui-ci. C'est de dire, bon voilà, le recours, la démultiplication du recours au holding fait qu'il y a un trou béant. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce trou béant? On peut dire on le laisse, mais non, en fait, ça pose un problème de cohérence, de justice, etc. Mais le moment où, si vous voulez, il y a des moments historiques où quand même il y a davantage de prise sur le phénomène, et on a vu notamment la crise de 2008 a entraîné, notamment à l'époque de la part des États-Unis, mais pas seulement, véritablement, notamment une lutte contre le secret bancaire, le secret fiscal ou autre. Et ensuite, dans les années 2010, il y a eu toutes les papers, les séries de papers. Donc là, c'est aussi par la presse, etc. Donc il y a des choses qui vont... Donc il ne faut pas être pessimiste sur la longue durée. Et ensuite, voilà, il y a quand même des ruptures qui s'opèrent dans des moments historiques précis. Merci beaucoup, Nicolas Delalande. Je rappelle que vous êtes historien, professeur au Centre d'Histoire de Sciences Po. Vous avez fait paraître notamment Au Seuil, les batailles de l'impôt, consentement et résistance de 1789 à nos jours, un ouvrage qui date de 2011. Et merci à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Roxane Poulain, Bertie Bourdon, Rodi Eken. À la réalisation, c'était Margot Page. Et une surprise en régie, Félix Delacour à la technique.